Je m'appelle Amandine, je fais partie d'une asso qui s'appelle Parents et Féministes et on aimerait beaucoup savoir à quelle date toutes et tous les professionnels de l'éducation vont enfin être formés pour avoir des pratiques professionnelles en direction des enfants qui soient exemptes de stéréotypes sexistes. Merci. La question que j'aimerais poser est la suivante. À quel moment est-ce que les 3 heures de formation d'éducation à la sexualité obligatoires de la maternelle au lycée seront effectivement délivrées dans les établissements scolaires ? Il y a d'une part le fait que le système éducatif, l'éducation nationale est dans une situation assez catastrophique, encore aggravée pendant et après la pandémie. On pense que le gouvernement, et donc une assemblée nationale qui, de notre point de vue, devrait agir en faveur des salariés, de la jeunesse, de la population, devrait faire un effort d'embauche d'au moins 100 000 enseignants, AESH aussi pour prendre en charge les élèves en situation de handicap, alors qu'aujourd'hui, c'est des secteurs en grande difficulté. L'autre aspect, c'est ça touche un peu au contenu des programmes. Et donc sur ce plan-là, nous, on n'a pas de réponse, si ce n'est de permettre, aux professionnels de l'enseignement, aux meilleurs professionnels, effectivement, de définir et de mettre en place des programmes qui excluent toute discrimination. Est-ce que nos chers élus seraient prêts un peu à dépasser leur confort néolibéral et patriarcal pour venir se réinterroger sur le vivre ensemble et faire un peu plus de pédagogie ? Disons que cette volonté de changement, de rupture, elle porte des exigences démocratiques. C'est-à-dire qu'effectivement, élire un président tous les 5 ans, quasiment sans mandat et qui fait ce qu'il veut après, et qui a des pouvoirs quasi illimités, élire des députés qui, eux, ont beaucoup moins de pouvoir et qui ne sont pas élus à la proportionnelle, etc. On considère que d'un point de vue démocratique, c'est tout à fait anormal. Et donc, les élus, effectivement, nous, par exemple, on pense que des élus pourraient être révocables. Des élus devraient porter un mandat précis de la population. Pas, les affiches électorales, on va voir beaucoup de visages, etc., et très peu de texte. À part la profession de foi, et encore des fois, ça se réduit à peu de choses. Pour nous, les élus doivent être porteurs d'un mandat de la population et effectivement respecter ce mandat et pourrait être révocable. Hein. Et par ailleurs, oui, devrait être, en permanence, responsable devant ceux qui les ont élus. Il y a au moins 300 personnes qui dorment à la rue tous les jours. Il serait bien que la mairie ou la préfecture fasse quelque chose et que les députés se penchent dessus. Il faut construire des logements parce qu'on ne peut pas faire de la propagande pour qu'une ville soit attractive sans prévoir les logements. Ou alors les logements seulement pour les riches. Mais une ville attractive, ça attire aussi les pauvres et les travailleurs. Donc ça à mettre en rapport avec le fait que les offices HLM, ce qu'on appelait les offices HLM, n'ont pas construit suffisamment de logements HLM qui permettraient de faire baisser la pression sur les loyers. Et c'est l'action publique d'achat de terrain et de construction de logements sociaux qui permettrait d'une part de mettre plus de logements à disposition et d'autre part qui pourrait faire baisser le prix de manière générale des loyers. Le rallongement des pistes cyclables et les aménagements urbains pour les vélos vont être des pistes cyclables protégées et non pas juste une voie ouverte pour les voitures. Si les transports sont gratuits, disons que ça solutionne une partie des problèmes, c'est-à-dire que, y compris, il y aurait plus d'usagers à le prendre. Parce que c'est vrai que les pistes cyclables, moi je suis cycliste, elles sont partiellement dangereuses, parce qu'elles ne sont pas toujours protégées. Et elles sont quand même en milieu de circulation.
Et on sent qu'il y a eu quand même la volonté de faire beaucoup de kilomètres de pistes cyclables en peu de temps. Et donc d'aligner les kilomètres, pas toujours. Bon. Donc la gratuité des transports résoudrait en partie cette question, parce que beaucoup de gens n'osent pas refaire du vélo, et donc peut-être avec des transports gratuits, on pourrait profiter plus des transports en commun. Et puis autrement, faire des pistes cyclables vraiment protégées, même s'il faut le faire un peu moins vite, mais parce qu'il y a quand même eu plusieurs accidents graves récemment de cyclistes. Moi j'avais une question par rapport aux vraies mesures un peu radicales et non pas juste des mesures un peu en surface qui donnent l'air de s'inquiéter du climat alors qu'au fond ça ne change pas grand-chose. Je considère que résoudre les problèmes écologiques de façon satisfaisante est impossible dans le cadre du système capitaliste. C'est-à-dire que le système capitaliste peut faire de l'écologie si l'écologie rapporte. Donc, y compris sont appelés écologiques, des choix qui peuvent être discutables à l'heure actuelle. Mais le premier point, ça devrait être pour nous la question, par exemple, des transports gratuits. Vous n'êtes pas sans savoir que la santé est en souffrance actuellement. Les difficultés actuelles sont vraiment présentes avec un manque de personnel qui a fui suite à des mauvaises conditions de travail. Donc le manque de médecins a été organisé pour aboutir à cette situation catastrophique. Les conditions de travail à l'hôpital se sont dégradées au point que, effectivement, beaucoup de personnel finissent alors qu'ils aiment leur métier par quitter ce secteur. Ça touche les petits hôpitaux, les grands centres. Il n'y a pas de... les cliniques, même si c'est le service public qui assure la majorité de l'accueil des urgences. Et donc là, effectivement, il y a nécessité... c'est une catastrophe, parce que ça veut dire qu'il y a des décès qui ont lieu, qui auraient pu être évités. Il y a des pertes de chance pour des patients. Il y a un gaspillage de compétences, puisque des personnes qui ont été formées et qui aiment leur métier sont amenées à le quitter prématurément. Donc là, effectivement, il faut considérer que pour la population, c'est une de ses priorités et que ça doit l'être aussi du point de vue des moyens qui sont alloués. Est-ce que c'est normal de laisser des gens travailler 35 heures par semaine et qu'ils n'aient pas de quoi vivre à la fin ? Je suis totalement d'accord. C'est-à-dire que pouvoir vivre de son travail, c'est la base de la société. Si on détruit cette espérance des salariés, de la jeunesse, de pouvoir vivre correctement de son travail, effectivement, ça aboutit au délitement et au délabrement d'une société, où on choisit de continuer à déverser de l'argent aux banques et aux multinationales, où on considère que la priorité, c'est les conditions de vie de la population et de salaire. Je veux parler de ceux qu'on n'a pas entendu beaucoup jusqu'à maintenant. Durant les confinements, durant la pleine épidémie, on parlait des invisibles. Personne ne voyait les hommes derrière les poubelles, les vendeuses qui étaient là, les nettoyeuses du nettoyage industriel, etc., etc. D'autre part, quand on sait que c'est ces services-là qui font que actuellement le nombre de travailleuses est plus élevé que le nombre de travailleurs. Je pourrais faire le pont avec une autre question qui est celle des invisibles pendant la pandémie, de tous les salariés de secteurs, notamment féminins. Donc tout le secteur de la santé est très féminisé, le secteur de l'éducation est très féminisé, le service de la prise en charge des personnes âgées, EHPAD, est très féminisé, le secteur du commerce est très féminisé, et comme par hasard, ce sont des secteurs sous-payés, sous-évalués, sous-valorisés, et que donc là, il y a des discriminations évidentes, et donc il y a besoin dans tous ces secteurs-là, mais pas que, mais dans tous ces secteurs-là en particulier,
de revalorisation des salaires importants. Je suis brésilienne, j'habite en France depuis 9 ans, je suis mariée depuis 7 ans, j'ai 2 enfants et ma question est pourquoi je paye 1225 € tous les 2 ans pour un titre de séjour. Globalement, l'accueil des étrangers en France se fait dans des conditions de plus en plus drastiques et restrictives. Et ça se traduit par le fait que effectivement les droits pour les cartes de séjour provisoires renouvelables ont été augmentés. Enfin, quand je dis les droits, c'est plutôt le prix. C'est vrai que pour une population qui par ailleurs peut être souvent assez précaire, ce sont des prix anormaux, c'est trop élevé. Et il y a l'accueil des étrangers, de notre point de vue, devrait être beaucoup plus facile à partir du moment où l'argent est mis en faveur de la population, de la jeunesse, de ses conditions de vie et de travail. Il n'y a pas de raison qu'il y ait autant de restrictions vis-à-vis de l'accueil d'étrangers. Quel est l'avenir de la démocratie en France, et notamment de la liberté individuelle et collective au niveau de l'action? Parce que j'ai l'impression qu'on a de moins en moins de liberté. La Ve République, on considère qu'elle est de plus en plus antidémocratique et qu'une part croissante de la population ne s'y reconnaît plus. Et par ailleurs, les partis qui étaient les partis fondamentaux de la Ve République, depuis sa création, y compris, se sont effondrés électoralement. Ce qui montre aussi qu'il y a une remise en cause les gens ne s'estiment plus ou très peu représentés par ces partis. On se prononce pour sortir de la Ve République et pour aller vers une assemblée constituante, donc des délégués élus par le peuple, souverains, c'est-à-dire qui redéfinissent les institutions dans lesquelles la démocratie fonctionne, qu'il n'y ait pas de limitation, c'est-à-dire que ce n'est pas des députés qui seraient contraints par les limites de la Ve République ou par le Conseil constitutionnel. Ce serait une assemblée souveraine qui redéfinirait comment doit fonctionner la société sur le plan des institutions politiques, mais aussi sur le plan social. C'est-à-dire le droit au travail, ça veut dire quoi ? Le droit au travail, le droit au logement, ça veut dire quoi ? C'est vrai que plus cette Ve République est rejetée par la population, plus elle devient autoritaire. Beaucoup de militants, de citoyens, citoyens qui sont dans des associations, qui se sentent bridés au plan des libertés publiques, et pas surprenant. On a vécu quand même plusieurs lois d'état d'urgence, alors au nom du terrorisme, au nom de la pandémie, mais on n'en sort pas beaucoup. Et donc, effectivement, la situation est préoccupante au niveau des libertés aussi. Donc je suis Laurent Priet, donc je suis aide-soignant retraité, et puis candidat du Parti ouvrier indépendant démocratique, POID, sur la circonscription, la première circonscription d'Ille-et-Vilaine, qui correspond au sud de Rennes et à quelques communes autour, au sud de Rennes, Bru, Chartres. Notre campagne est effectivement axée sur la nécessité urgente d'un gouvernement au service de la majorité de la population et qui ait le courage de prendre des mesures d'urgence en faveur de la population.